Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de ce mardi 28 mai. Un an après, nous prendrons des nouvelles de Kevin et Guillaume Thorin. Souvenez-vous, en mai 2018, les deux frères originaires des Yvelines se lançaient dans un tour du monde de 3 ans, un voyage à vélo de 80 000 km. Une conférence des Nations Unies rejouée à Guyancourt. Cette simulation a été proposée par une association de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. 25 étudiants répartis en 2 commissions se sont prêtés à l'exercice. Et puis le 72e festival de Cannes s'est clôturé samedi avec le sacre de Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho. Le réalisateur francilien Lajli a lui reçu le prix du jury. Le débriefing de cette édition avec l'Yvelinois Vincent Mirabel, spécialiste du cinéma. Et puis nous parlerons également d'un grand concours culinaire organisé par le groupe Orpea dans toute la France. La présélection francilienne s'est tenue en fin de semaine dernière. 1000 élèves de Saint-Quentin en Yvelines pendant 2 jours qui ont participé au Ski-Rob. C'est le challenge robotique qui a été lancé hier au Prisme à Élancourt. Il s'est achevé ce soir. Le thème de cette 4e édition, robotique et cinéma. Dans le cadre de leur programme scolaire, les enfants de la maternelle au lycée ont appris à programmer des petits robots pour les faire évoluer sur un parcours semé d'embûches. Interview collectée par Aurélie Ronze. Il y a beaucoup de choses qui je dirais, qui seront dans les sciences du futur, qui seront autour du codage et dans l'utilisation des robots. Donc c'est important que les enfants comprennent comment ça fonctionne, s'intéressent à la chose. Tous les outils numériques vont jouer un rôle important. Il faudra savoir les coder. Coder ses pensées, comme disait Steve Jobs, donc bien leur donner accès à ce savoir-faire, à cette connaissance, à cette compétence qui va augmenter leur employabilité. Et retrouvez demain le reportage complet sur ce 4e Ski-Rob. Il y a tout juste un an, les frères Thorin enfourchaient leur vélo pour débuter leur tour du monde. Un voyage de 3 ans, 80 000 km et 45 pays à traverser. Une aventure débutée au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec proches et amis. Aujourd'hui, depuis le Chili, ils dressent le bilan. Mélanie Poquet. 15 000 km et 10 pays. Depuis un an, Guillaume et Kevin Thorin sont sur les routes, les chemins. Les deux frères yvelinois ont quitté la capitale le 26 mai 2018. À la fois, on se dit que c'est passé vite et en même temps, c'est passé super lentement parce qu'il s'est passé des milliards et des milliards de choses. On a fait beaucoup de rencontres, on a parcouru énormément de kilomètres. Il y a eu beaucoup de péripéties, des bonnes comme des mauvaises. Donc c'est vrai que c'est une année très très riche dans notre petite vie. Des péripéties malheureuses comme le vol d'un vélo, celui de Guillaume à Lisbonne après seulement 3000 km de voyage, mais aussi des aventures inédites comme la traversée de l'Atlantique en bateau et des rencontres qui chamboulent leur programme. On ne s'organise plus de la même manière, on ne prévoit plus sur 6 mois, mais vraiment, déjà si on sait ce qu'on fait dans un mois, c'est bien. Ce qui est dur à prendre en compte, c'est la météo et puis aussi les rencontres qu'on fait, qui sont par moments très très fortes et qui nous obligent à rester... on se sent obligé de rester un peu avec les personnes qu'on rencontre. Comme cette halte en Argentine, 3 semaines dans un village, la Gruta, avec la rencontre d'un Français, Michel. Pehueña, faire tous les lacs là comme ça. Juni de los Andes, là il y a le volcan Lanín, que vous avez vu en photo. Et à partir de là, tout est extraordinaire. Un voyage pensé à 2, mais rarement réalisé en duo. Parfois rejoint par famille et amis, il roule aussi régulièrement avec d'autres cyclistes. Depuis Rio, nous sommes 3. Nous sommes accompagnés de Denis, qui avait fait 5 jours avec nous en partant de Paris, donc le 26 mai dernier. On a aussi été accompagnés par un Brésilien qui a fait une journée tout entière avec nous. On a voyagé à 6 pendant 1 mois. C'était tous des tours du mondistes, tous français, notamment un qui vient de Saint-Germain et un breton. Il y a beaucoup de bretons sur la route. Dans un an, les deux frères espèrent être au nord des Amériques. Leur voyage doit encore durer 2 ans. Et ça continue. Des étudiants qui se glissent dans la peau des représentants des Nations Unies. Une simulation d'une conférence de l'ONU s'est tenue à l'université Versailles-Saint-Quentin sur le campus de Guyancourt. Une première pour l'établissement à l'initiative d'une association étudiante. Le reportage de Marie-Lénia Pichino et de Michael Elmidoro. Nous allons reprendre la motion en cours qui porte sur la répartition des réfugiés climatiques. Ce vendredi 24 mai, l'heure est grave. Un conseil de l'ONU 100% étudiants se réunit au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Une simulation fictive organisée pour la première fois dans la structure par l'association SkyMoon. C'est des sujets qui sont extrêmement cohérents avec l'actualité internationale.
et les pays représentés sont représentés par des étudiants qui doivent défendre leur ligne politique tout en essayant de trouver un désaccord commun pour résoudre les problématiques qui sont données. Au total, 25 étudiants sont répartis en 2 commissions, une en anglais et une en français. Tous ont choisi un pays qu'ils doivent représenter. Ils ont révisé pendant plusieurs semaines pour défendre au mieux leur politique extérieure pendant la simulation. Je pense que c'est important de le faire aussi pour vraiment se rendre compte de la difficulté. Par exemple, tout à l'heure, on a fait une simulation de crise et au final, on n'a rien pu faire. Tous les réfugiés sont morts, donc je pense que c'est important aussi pour se rendre compte un peu de la difficulté de ce genre d'événement. L'occasion également de découvrir les règles parfois très strictes de l'ONU de façon ludique. Le jeu est banni. Même à l'ONU, c'est banni, c'est des sanctions qui passent par une réduction du temps de parole. Nous, ils doivent danser, chanter, et au final, ça rentre. Au regard du succès rencontré cette année, une nouvelle session devrait être organisée l'année prochaine dans les murs de l'UVSQ. Cette motion est adoptée. C'est une alliance territoriale créée dans la ville depuis 2 ans. Trappes Territoire Vivant a été pensée par 3 membres fondateurs, la municipalité, l'association Envie et le groupe Auchan. Aujourd'hui, une dizaine de partenaires a rejoint l'initiative, entreprises, éducation nationale et associations. Elles ont signé la charte de l'alliance territoriale la semaine dernière au cours d'une journée de restitution. Trappes Territoire Vivant a pour ambition de mettre en lien les acteurs publics et privés avec les associations pour faire face à des problématiques locales comme l'emploi et l'insertion professionnelle. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Le but de l'Alliance, dans la première partie de sa construction et son évolution, est très centré sur des objectifs liés à l'insertion professionnelle et notamment des jeunes publics, des jeunes de Trappes. Après, l'Alliance a vocation à évoluer de manière plus générale sur d'autres thématiques, éventuellement sur la mobilité. Globalement, l'idée, c'est que, comme l'indique son nom, Trappes Territoire Vivant, c'est que l'Alliance apporte des solutions au mieux vivre des citoyens trappistes. La première chose prioritaire que l'on a identifiée, c'est l'emploi. Donc on axe nos forces là-dessus pour le démarrage et ça évoluera ensuite sur d'autres aspects de la vie des citoyens de Trappes. Quand on voit assis côte à côte, si je puis dire, un proviseur de lycée, un président directeur général d'une entreprise et le président d'une association d'insertion, le responsable de l'agence pour l'emploi, etc., et on se dit que oui, ce travail en équipe peut porter ses fruits. Nous vous en parlions hier, une marche pour le climat s'est tenue pour la première fois à Saint-Quentin en Yvelines, initiative d'un collectif et de 48 associations locales. Et nous vous annoncions hier ce chiffre, 300 participants étaient à la marche samedi, c'était en début de manifestation. Au final, selon les organisateurs, le cortège a réuni plus de 600 personnes. Les forces de l'ordre, elles, annoncent 450 manifestants. Un concours de cuisine entre les chefs et seconds des maisons de retraite. Il est proposé en ce moment par le groupe Orpea, qui est acteur de la prise en charge de la dépendance. La 11e édition se déroule donc en ce moment avec une présélection francilienne qui a livré son verdict vendredi dernier. Pour en parler, Jennifer Caron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du village senior Orpea de Saint-Rémy-les-Chevreux. C'est sur ce site qu'a été organisée cette présélection francilienne. Alors avant d'en parler, quelques mots déjà sur le concours de présentation. Pourquoi l'organiser? Quels sont les objectifs de ce concours culinaire? Bien, je dirais que en fait la restauration est une partie intégrante de notre métier, puisque aujourd'hui servir des repas à nos résidents, patients et aussi à leurs familles qui se joignent volontiers régulièrement à leur table, c'est leur permettre de vivre un moment de plaisir, de convivialité qui est très important pour eux au quotidien. Le repas rythme les journées des personnes que nous accueillons dans nos établissements. C'est un moment important pour eux. On est très attentif à la présentation de l'assiette, à la qualité gustative et aussi au dressage de la table qui participe, on va dire, à ce moment de convivialité. Donc ça met en avant la créativité de ces chefs et aussi des seconds. Ça valorise aussi leur travail. Pourquoi il faut le valoriser, ce travail? Être chef peut-être dans ce genre d'établissement médico-social, c'est pas la même chose qu'être chef en restaurant? Oui, effectivement, être chef dans la cuisine d'un EHPAD, d'une maison de retraite ou d'une clinique, c'est être chef en collectif
compétitivité. Les contraintes ne sont pas les mêmes que dans un restaurant gastronomique. Nos chefs sont soumis à de nombreuses réglementations et doivent respecter de nombreuses procédures en termes de qualité, de sécurité et d'hygiène, tout en respectant l'équilibre alimentaire de nos résidents pour assurer leur bien-être et le bien vieillir aussi des personnes accueillies chez nous. Donc c'est la 11e édition de ce concours, mais c'était la première fois que le site de Saint-Rémy-les-Chevreuses accueillait une présélection francilienne. Oui, effectivement, le site s'y prête bien, puisque le site est un site assez atypique, avec de nombreux espaces et infrastructures, et ce qui nous a permis d'accueillir effectivement la finale francilienne dans nos locaux. Ce qui est toujours un plaisir aussi pour nos résidents d'assister à cette finale. Avec un thème cette année sur la terrine du dimanche et le jury qui était composé du maire de Saint-Rémy, Dominique Bavoil, qui est ancien pâtissier. Et il y avait également 2 chefs renommés qui sont donc le Parisien Damien Laporte et Patrick Kapler, qui est le chef du pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye. C'était une chance, vous le dites, pour les résidents, aussi pour les candidats, on l'imagine. Oui, alors c'est une chance pour nos chefs d'être évalués par des professionnels. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir un maire qui est un grand gastronome, et de par son parcours professionnel, et la chance d'être jugé par des chefs qui ont l'habitude de travailler des produits nobles aussi, et d'avoir le souci du détail de l'assiette au quotidien. Et comment les candidats ont-ils été départagés? Comment ça s'est déroulé? Alors nous avions une note sur plusieurs items, donc la créativité, le dressage de l'assiette, et puis bien sûr la qualité gustative. Et donc le respect des consignes données, qui est effectivement une terrine du dimanche appropriée pour être servie dans nos restaurants. Et le vainqueur, si je puis dire, c'est le local de l'étape, Steve Ramollet, qui n'est autre que le chef de cuisine du village senior Orpea de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Oui, effectivement, c'est notre chef cette année qui a remporté la demi-finale et qui aura la chance d'aller en finale en novembre. En région parisienne, la finale nationale s'organisera en région parisienne en novembre. Donc on imagine une fierté pour le site de Saint-Rémy, que ça soit le chef finalement de ce site qui aille à cette finale nationale. Ah oui, nous sommes très fiers de notre chef qui de toute façon au quotidien s'efforce de satisfaire nos résidents, et qui a fait preuve encore une fois lors de ce trophée de sa créativité au travers de cette assiette. Il nous reste 30 secondes, juste un petit mot de présentation sur le site Orpea de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Alors le site Orpea est un site assez exceptionnel, il est le seul et unique concept en France. Il regroupe sur 8 hectares en vallée de Chevreuse une résidence-service, un EHPAD, une clinique. Nous avons aussi une crèche à destination des enfants du personnel et une école d'aide-soignante, et nous avons la chance d'avoir de nombreuses infrastructures, comme aussi une piscine, une salle de spectacle et des autres infrastructures type fitness et autres. Et je rappelle que vous êtes la directrice de ce village senior Orpea de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Merci Jennifer Caron d'être passée sur ce plateau. L'assurance maladie, elle, lance une campagne pour inciter les Yvelinois à créer leur dossier médical partagé. Ce carnet de santé dématérialisé permet de simplifier les transmissions des informations médicales. L'objectif, c'est une meilleure coordination des soins, mode d'emploi, avec Aurélie Ronze et Marie-Lénia Pichino. Et donc là, on lit la carte. Cet assuré est en train de créer son dossier médical partagé. Ce carnet de santé numérique existe depuis octobre 2018 dans les Yvelines. Il permet de regrouper toutes les données d'un patient, comme les pathologies, les allergies éventuelles ou l'historique des soins. On évite de refaire des examens qui auraient par exemple déjà été faits, ou au contraire on a des résultats plus anciens, donc on sait qu'il faut agir, peut-être refaire un nouveau contrôle de tel ou tel examen. Avantage de ce dossier médical partagé pour les professionnels de santé, un gain de temps et une meilleure prise en charge des patients. La possibilité d'avoir accès à un certain nombre de données, notamment des données biologiques, permet aux pharmaciens d'adapter la posologie ou vérifier la cohérence entre la posologie et certains médicaments et les données biologiques du patient, notamment chez la personne âgée. Quelques minutes suffisent pour créer son DMP sur le site internet, dans un point d'accueil assurance maladie ou bien en pharmacie. Toutes les données sont confidentielles et sécurisées. Vous gardez totalement la main sur le contenu de votre dossier médical partagé. Donc le professionnel de santé, pour accéder au dossier médical, a besoin de votre accord et surtout de sa carte de professionnel de santé. Le stockage des données qui est assuré par un hébergeur extérieur qui a été homologué par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, dans les Yvelines, plus de 95 000 personnes ont ouvert leur dossier médical partagé.
Vous l'avez suivi dans ce journal la semaine dernière. Nous vous faisions vivre le Festival de Cannes au travers des Yvelinois présents sur place. L'événement cinéma s'est clôturé samedi et pour cause d'élections européennes, c'est ce soir seulement que nous débriefons ce rendez-vous avec un Yvelinois justement qui était à ce 72e festival. C'est vous, Vincent Mirabel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste de cinéma, vous enseignez notamment à 3IS, l'école 3IS qui est implantée à Elancourt. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont sur le cinéma, dont l'histoire du cinéma pour les nuls qui est aux éditions First. Alors sur place pendant toute la quinzaine, vous avez été sur place pendant toute la quinzaine du festival et vous avez vu une trentaine de films. Déjà votre impression générale sur la 72e édition, vous la placez où par rapport aux autres éditions? Je la place assez haut. J'ai trouvé que ce 72e festival était à l'image de l'affiche, réussi, consensuel. Une affiche avec Agnès Varda. Voilà, Agnès Varda qui fait un peu l'écho entre ceux qui osent inventer et puis ceux qui aiment faire rêver. Donc une affiche dans les teints orange avec Agnès Varda, vraiment novice, magnifique réalisation. Par ailleurs, la consensualité se voit par rapport à la sélection, mais également par rapport au palmarès. Et de ce côté-là, c'est réussi. Alors on va dresser le bilan de ce palmarès dans un instant. Quand on est sur place en tant que spécialiste du cinéma, ça ressemble à quoi une quinzaine au Festival de Cannes? Alors là, je vais vous dire, c'est la folie. C'est vraiment un marathon. Je récupère depuis 48 heures, tellement on court. Grosso modo, on se lève à 6 heures du matin pour pouvoir être dans une file d'attente dès 7 heures et accrocher un premier film à 8 heures, 8 heures et demie. Ça, pour que ce soit possible de voir une trentaine de films, il faut faire ces files d'attente. Oui, 30. J'ai même croisé des cinéphiles qui envoyaient 40 à 50. Là, c'est de la gourmandise. Mais l'important, c'est de voir les films vraiment importants et qui comptent. Et vous avez animé aussi des leçons de cinéma sur place ? Oui, j'ai eu cette chance d'intervenir auprès du jury œcuménique pour donner en fait quelques clés d'audiovisuel. Et ce qui m'a fait très plaisir, en croisant tous ceux qui étaient présents lors de cette leçon, c'est de voir à quel point ils me signalaient que tout ce qu'ils voyaient après cette leçon, eh bien, ils le comprenaient mieux. Et ils me disaient, Vincent, ce que j'ai vu, ce que tu nous as dit, ben, ça marche. Alors si on revient sur le palmarès, une 72e édition qui a vu le sacre du sud-coréen Bong Joon-ho avec Parasite, donc lauréat de la Palme d'Or. C'est un drame familial qui dépeint les inégalités sociales en Corée du Sud. C'est une première Palme d'Or pour un film sud-coréen. Est-ce que c'est mérité ? Totalement mérité. Alors pour une fois, le jury n'a pas fait compliqué quand il pouvait faire simple. Il est allé droit sur un film qui vraiment est tout public. On a affaire à un casting parfait, un scénario bien ficelé et une mise en scène réussie. Donc Parasite a vraiment fait, pas l'unanimité, parce qu'à Cannes c'est impossible de faire l'unanimité, mais en tout cas c'était une palme qui ne prête pas à des railleries. Il est largement au-dessus d'un autre film qui avait été longtemps tenu pour le futur lauréat, à savoir Douleur et gloire d'Almodovar. Oui, beaucoup en avaient fait leur favori, son favori, Douleur et gloire, le film d'Almodovar, qui est une sorte d'autobiographie qui revient sur la vie du réalisateur espagnol. Complètement autobiographique et certainement très thérapeutique. Moi, je pense que c'est un film très important pour Pedro Almodovar, mais néanmoins, on est très loin du niveau de Parle avec elle ou Tout sur ma mère. La réalisation est relativement plate. Donc personnellement, je n'avais vraiment pas accroché à ce film et je n'étais pas le seul. Et sur ce film, il y a le prix d'interprétation masculine qui a été obtenu par Antonio Banderas, qui joue le héros de ce film. Et qui est pleinement mérité. Oui, parce qu'il joue le rôle de quelqu'un de dépressif et qui souffre physiquement dans son corps. Et ça, c'est un rôle vraiment difficile pour le rendre intéressant et crédible. Or, Banderas est parfaitement crédible. Donc bravo pour ce choix du jury également. Alors si on revient aussi sur ce festival, l'un des événements de cette croisette, c'était la présence de Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Là aussi, il n'y avait pas de motif de rivaliser avec le film sud-coréen ou Alors écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir voir ce film tellement il y avait de monde. En fait, seulement 2 séances d'organiser, ça a été la folie, la fébrilité. 2 jours avant, on sentait des personnes essayant d'avoir des places pour être sûr de rentrer. Même la presse a été souvent blackboulée. C'était très 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 difficile et je crois que les échos effectivement sont très partagés aussi par rapport à ce film. Donc en tout cas, Parasite a mis tout le monde d'accord, sauf évidemment l'équipe de Tarantino pour une fois qui repart bredouille.
Alors pour TV78, nous avions suivi plus particulièrement certains des films soutenus par la région Île-de-France. Il y en avait 16 au total en sélection officielle, mais aussi dans les différentes sélections parallèles du festival. 2 ont été récompensés. Meilleur scénario pour Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Et le prix du jury en ex-aequo, c'est pour le film du francilien Lajli, Les Misérables. C'est une plongée dans la réalité de la banlieue parisienne. C'est un film qui a fait sensation sur la Croisette. Ça a été le cas pour vous? Oui, aussi. Il a été projeté très tôt dans les premiers jours et ça a buzzé vraiment dans le bon sens. Il faut reconnaître à ce film de grande qualité. D'abord, les acteurs sont très crédibles et on fait une plongée dans la banlieue difficile du côté de Montfermeil, là d'où est originaire Lajli, et on a l'impression en fait d'assister à La haine 30 ans après. Qui a été réalisé par Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, qui est un film qui a marqué le cinéma français. Les Misérables va probablement marquer, mais il l'inquiète aussi parce qu'il montre que la situation dans les banlieues s'est terriblement dégradée. On est parfois dans des zones de conflit, des scènes de guerre. La police n'est pas exempt de reproches, mais à la fois de temps en temps certains policiers font du mieux possible. On voit que les jeunes sont maintenant acteurs, je dirais, des conflits. C'est inquiétant et on voit en tout cas un gap par rapport à La haine il y a 30 ans. Mais Les Misérables a de grandes qualités et il faut voir ce film. Alors très rapidement, il nous reste moins de 30 secondes. Il y a ce coup de cœur, on l'a compris pour vous. Il y en a un autre qui était dans la quinzaine des réalisateurs, présent dans la quinzaine des réalisateurs. Oui, un film étonnant. Figurez-vous que j'ai assisté à une conférence de presse. Sur scène, il y avait un frigidaire intelligent, capable en fait d'améliorer la vie d'un musicien rap un peu loser. Et ce film s'appelle Eve. En anglais, le titre est savoureux puisque c'est All About Eve, comme en lien avec le fameux film de Mankiewicz. Moi, j'ai trouvé ça très créatif, avec un scénario bien maîtrisé. Ça fait plaisir d'avoir des films français comme ça qui permettent de révéler en fait de bons réalisateurs. Et La Caserne est exactement fait pour ça. Et tous ces films seront à découvrir bien sûr en salle ou le sont déjà, puisqu'ils sont déjà sortis. Merci Vincent Mirabel d'être passé sur ce plateau, yvelinois spécialiste du cinéma et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Je rappelle le plus connu, L'histoire du cinéma pour les nuls, un livre illustré et réédité, c'est toujours aux éditions First. J'ajoute que notre compilation de reportages réalisés à Cannes pour TV78 seront rediffusés dans l'émission 7-8 dossiers. Ça sera diffusé à partir de vendredi sur notre antenne. Inviter les élèves et professeurs de 2 écoles à se rencontrer tous les 2 ans. Elancourt propose Courant d'Art. C'est un festival autour des arts plastiques et de la danse. La dernière édition se tenait samedi à la ferme du Mousseau. Une invitation cette année à une balade en forêt. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. On fait des araignées, des hérissons, etc. avec de l'argile. Et les petites bêtes ont envahi la ferme du Mousseau. À Elancourt, on fêtait la nature et la forêt, le thème du 8e festival Courant d'Art. L'idée, c'est avec les enfants de réaliser tous ces animaux en argile ou avec des éléments qu'on a cueillis ce matin avec les enfants pour créer ces petites bêtes. On s'est rendu compte que c'était vraiment un sujet d'actualité, qu'en termes scientifiques, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, mais aussi en termes poétiques. La forêt, c'est un lieu de l'imaginaire, c'est le lieu du grand méchant loup, de l'ogre, de la belle au bois dormant, et c'est un lieu qui parle à toutes les générations. Des ateliers de création, des expositions et des performances. Le festival est organisé tous les 2 ans par les écoles de la ville. Elles préparent et créent en commun. L'idée, c'est vraiment le travail transdisciplinaire, c'est-à-dire faire se rencontrer les disciplines et faire pratiquer ensemble des gens issus de disciplines différentes. C'est proposer aux danseurs de pratiquer les arts plastiques, c'est proposer aux plasticiens de découvrir la danse. Pour cette 8e édition, une plasticienne, un chorégraphe et les itinéraires poétiques ont été associés. Mélanie Poquet désormais avec moi pour son coup de cœur culture. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui ont de la chance de profiter de leur vendredi, un long week-end de 4 jours les attend. L'occasion de profiter de nombreux rendez-vous culturels que propose le territoire. Il y aura encore, Mélanie, un choix à faire. Et oui.
Comme toujours, mais il y a surtout, pour tous les goûts, les amoureux de cinéma, de musique, de théâtre vont être servis, car ce week-end débute un des grands rendez-vous culturels de la ville de Versailles, c'est le mois Molière, c'est la 24e édition, et comme chaque année, un mois de théâtre, mais aussi de musique, de conférences dans la cité royale, de nombreuses créations dès le début du festival, puisque les 1er et 2 juin, la Grande Écurie accueille la compagnie de l'Éternel Été, elle est en résidence, elle jouera le capitaine Fracasse d'après Théophile Gautier, le dramaturge français est aussi à l'honneur. Vous pourrez aussi ainsi découvrir le dépit amoureux, les fourberies de Scapin, les fâcheux. Difficile bien sûr de tout donner, donc le plus simple c'est de se rendre sur le site du festival qui s'affiche en bas de l'écran. À Rambouillet, c'est un anniversaire qui est célébré, celui d'un fameux festival. Woodstock, tout simplement. Il a 50 ans, du 15 au 18 août 1969, près d'un demi-million de spectateurs sont rassemblés, 32 groupes se succèdent sur 3 jours et demi, avec du folk, du blues, du rock et de la soul. Je vous éviterai les noms, bien sûr, c'est tous très connus. Alors pour cet anniversaire, c'est l'usine à chapeau qui prévoit plusieurs jours de fête. On va les voir s'afficher à l'écran. Ça débute ce vendredi avec une conférence. Elle sera présentée par Henri Chartier, spécialiste des musiques actuelles et de la chanson française. Il reviendra sur les temps forts de l'événement et surtout ses répercussions. Et pour cet événement, les groupes des studios de l'usine à chapeau seront aussi à l'honneur. Et oui, les équipes demandent au public de se parer de ses plus belles chemises à fleurs et pantalons pas de def pour le concert du 1er juin qui débute à 20h. Plus actuel pour terminer, Amel Ben sera sur la scène au Murau. Et oui, la chanteuse française revient après 4 ans d'absence. Elle démarre sa tournée le 1er juin. Et pour le concert des Mureaux, il ne faudra pas beaucoup plus patienter puisqu'elle chantera ce dimanche 2 juin. Elle y défendra notamment son nouvel album Demain et bien sûr interprétera ses plus grands succès. Et votre plus grand succès à vous, Mélanie, c'est le 7-8 Culture et vous l'interpréterez dans un instant juste après ce journal. Le journal qui touche à sa fin. Belle soirée sur TV 78.